Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'autodidacte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie. Donc Marie est consultante experte SEO. On va expliquer ce que c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, merci. Tu aides les entreprises à développer leur visibilité et leur stratégie grâce au référencement naturel. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur les prestations de Marie, vous pouvez consulter son site internet. Je mettrai tout dans les descriptions, mais c'est Marie-du-6 marion.com, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Si je t'ai invité, c'est car tu as un profil autodidacte sur certaines choses, même si tu as des diplômes sur d'autres. On est bien d'accord. C'est venu après. Mais tu as commencé très tôt à essayer donc de développer cette partie référencement naturel, puisque tu essayais d'augmenter ta visibilité au tout début de YouTube. Et donc, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, si tu veux bien. Bah oui, bien sûr. Alors moi, Marie Marion, comme tu m'as si bien présenté. Donc voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier, puisque je suis professionnelle du référencement naturel. Petit rappel, puisqu'on l'a pas vraiment expliqué en introduction, le référencement naturel ou le SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est le référencement sur Google ou sur les moteurs de recherche de manière générale. Donc en fait, tout ce que je fais au quotidien a pour but en fait de placer les ressources de mes clients en top résultats sur les moteurs de recherche que leurs clients vont utiliser pour rechercher leurs produits, leurs services. Donc voilà, l'objectif numéro 1 par exemple, c'est d'être premier sur Google, sur le mot-clé principal. Voilà, c'est assez simple vu comme ça, et bien entendu il y a plein de paramètres qui influent sur cette position-là, et donc on va pouvoir venir travailler au sein de la ressource, au sein du site en lui-même pour pouvoir maximiser les chances de se positionner sur les moteurs de recherche. Le SEO, j'ai commencé à m'y intéresser dès 2004 à peu près. Ouais, c'est ça, j'avais 14 ans. J'avais, comme tous les adolescents de 14 ans à l'époque, des sites, des blogs, des forums, plein de choses que je voulais pousser, donc je voulais augmenter la visibilité, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au référencement naturel. Voilà, donc que j'ai commencé à travailler, à expérimenter, à apprendre, et puis après par la suite, oui, à peu près à partir de 2005-6, j'ai commencé aussi à m'intéresser au référencement sur YouTube, parce que j'avais mes petites vidéos sur les jeux vidéo en ligne à l'époque que je voulais, rendre visible. Donc j'ai un profil qui est assez en fait typique par rapport au SEO de ma génération, c'est-à-dire que j'ai une formation qui est plutôt technique à la base. J'ai été formée en école d'ingénieur, puis par la suite effectivement j'ai été en école de commerce spécialisée dans l'économie numérique. Mais j'ai pas terminé en fait cette formation-là jusqu'au bout, puisque je suis partie dans la vie active plus tôt, puisque les opportunités s'ouvraient à moi en fait. Voilà, et depuis 2018, maintenant je suis à mon compte, après passer salarié chez l'annonceur, et un passage aussi également en agence. Et après, pour plus de liberté, de temps pour moi, de choix de mes projets, j'ai choisi de me lancer à mon compte. Super. Et donc pour les gens qui connaîtraient pas trop le SEO, le référencement naturel, les choses comme ça, on peut peut-être aussi rappeler qu'il n'existe pas de diplôme officiel de expert consultant SEO. Alors non, il n'y a pas de diplôme officiel. Par contre, je crois qu'il y a une licence sur la rédaction web et le SEO qui est délivrée par l'université de Mulhouse. Mais bon, c'est des toutes petites promotions chaque année. Mais quand même, je crois que ça existe. Mais c'est pas une profession qui est réglementée. C'est pas une profession
qui est officiel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez regarder les offres d'emploi. Il y en a beaucoup. C'est quelque chose qui est très recherché. Et en général, sur le profil, on voit vraiment plein de choses parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on attend de vous. Ça dépend, en fait, ce qui est important, c'est vraiment certaines sensibilités. Déjà un côté analytique très fort. Pouvoir prendre et consulter l'information, ensuite avoir une appétence pour tout ce qui est contenu éditorial, ça va être assez important, même quand on va s'intéresser à tout ce qui est technique, parce que finalement c'est la sémantique derrière qui va être le plus important. Oui, j'allais te dire, la licence que tu parles, elle est plus basée sur la sémantique du coup, elle est pas forcément basée sur la technique, si? Je crois qu'il passe une certification qui est quand même costaud. Alors, je suis plus absolument certaine, mais à l'époque, il me semblait qu'il passait quand même une certification très complète et plutôt reconnue. Mais c'est une certification que on peut passer, on peut pas, voilà, qui est jamais demandée. Enfin, des fois, c'est un plus dans les offres d'emploi, mais c'est jamais un prérequis, par exemple, pour pouvoir se positionner sur une offre. Mais oui, il y a peu de diplômes. Par contre, on en fait dans beaucoup d'écoles. Moi, j'ai enseigné, puisque maintenant que je suis partie en Suisse, je n'enseigne plus. Mais quand je vivais en région parisienne, j'enseignais en école. J'enseignais dans des écoles de commerce, dans des écoles du digital de manière générale, mais aussi dans des écoles spécialisées, et en particulier dans une école de mode, dans leur module marketing, en fait. Ils avaient un bloc SEO et SEA. Donc le SEA, c'est la publicité sur les moteurs de recherche. Et dans le cadre de ce cours-là, je suis intervenue sur ces sujets-là. Donc vraiment, aujourd'hui, toutes les formations qui parlent de marketing et de marketing donc digital, puisque ça prend de plus en plus d'ampleur en termes d'investissement aujourd'hui, eh bien va avoir son petit module SEO, même si c'est pas toujours très complet. En général, on va quand même en discuter quelques heures. D'accord, mais c'est pas approfondi. Des fois, ça suffit pas pour après partir. C'est avoir des notions de base. Voilà, ça suffit pas pour faire tout seul. Par contre, moi, mon cours à chaque fois, j'essayais de donner les bases pour pouvoir interagir en fait avec des professionnels et comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et puis après, si ça intéresse, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en ligne pour pouvoir compléter sa formation sur le sujet. Oui, c'est ce que j'allais dire. Depuis quelque temps, on voit de plus en plus de formations pour aider avec son SEO. Et ce n'était pas ton cas lorsque tu as commencé. Donc concrètement, comment toi tu t'es formé à ça et comment tu t'es posé la question de la visibilité, parce qu'il n'y avait pas autant de sources, j'imagine, à disposition. Il n'y avait pas tout ça, on n'en parlait peut-être pas. On commençait à en parler un petit peu. Il y avait des sites qui existaient. Moi, j'ai commencé à apprendre avec Abondance d'Olivier Andrieux, qui vient de passer le relais d'ailleurs. Oui, j'ai vu qu'il partait dans la BD, c'est ça? J'ai suivi une conférence de lui. Je crois qu'il est dans le SEO depuis 96, donc je crois qu'on peut lui accorder d'en avoir marre et de vouloir faire autre chose. Donc ouais, Abondance, WebRank Info, le forum aussi qui existait. Il y avait aussi moi qui lisais l'anglais un petit peu déjà, je lisais beaucoup les ressources de moz.com, et puis un petit peu plus tard après je me suis intéressée à ce que disait Laurent Bourrelli, qui partage encore aujourd'hui des choses très intéressantes aussi d'un très haut niveau. Donc vraiment il y avait déjà des ressources, et puis après comme toujours, j'ai envie de dire, et comme aujourd'hui, comme hier, comme demain, le levier numéro 1, ce sera de tester. C'est de regarder, de tester, d'essayer de comprendre pourquoi le premier est premier, le deuxième est deuxième, et ainsi de suite, et comment est-ce que nous, on peut faire. Et puis aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'alléger ces analyses-là, de rendre les tests plus précis, et puis avoir moins besoin d'en faire. Moi, je me rappelle que j'ai dû tester plein de choses au début. C'était super intéressant. Et puis en plus, comme j'étais pas développeuse quand j'avais 14 ans, j'utilisais des outils pour faire des choses un peu préfaites. Donc on avait peu la main en fait sur les outils, alors qu'aujourd'hui ils sont complètement personnalisables et très simples.
Donc bidouiller, c'était vraiment du bidouillage pour le coup, du vrai de vrai. Hein. Donc voilà, tester un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et si je fais ça ici, qu'est-ce qui va se passer là, et puis regarder un petit peu ce que ça donne. Et puis être patient aussi, parce que faut le temps de réagir. Oui, c'est pas immédiat, c'est sûr. Et il y avait aussi toutes ces comment dire, toutes les infos maintenant de mise à jour un petit peu Google qui sont ouais, c'était déjà, ça faisait partie de la communication. Oui, il y avait je regardais toujours les vidéos de Matt Cutts à l'époque. Maintenant lui, c'est John. Mais oui, il y avait, tu sais, après quand j'ai commencé à m'y intéresser plus professionnellement, il y avait aussi les données des brevets. Bien sûr, les blogs, les brevets, les Q&A. Aujourd'hui, bon après, la fiabilité, on sait jamais, hein, parce qu'on peut pas toujours prendre complètement pour argent comptant ce que Google dit. Pour autant, c'est facile à tester s'ils disent des choses qui sont correctes ou des choses qui sont fausses. Ça arrive qu'ils disent des choses fausses ? Ouais. Ouais. Ça arrive. Ça arrive qu'ils disent des choses, ouais, on fait ça, alors que, ouais, d'accord, ils font ça, mais c'est négligeable en fait. Ou ils disent, on fait pas ça, mais ils le font. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est difficile de dire. Il faut tester toujours. Ok. Toujours. De toute façon, ce que je dis moi, ce que disent les autres, faut jamais prendre les choses comme argent comptant en fait. Enfin, faut toujours tester. Oui, parce qu'après, il peut y avoir des choses qui marchent sur certains mots-clés ou sur certains sites et qui marchent pas sur d'autres. Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont quand même assez toujours les mêmes. Après, il y a des questions stratégiques qui vont fonctionner pour certains types de business et pas pour d'autres. Pour certaines personnes et pas pour d'autres, parce qu'elles vont avoir une appétence et que ça va marcher, que ça va correspondre à leur univers en fait, et que du coup il faut pousser dans cette direction et pas dans l'autre. Et que à faire des choses trop artificielles, on se perd et la qualité se perd et ça marche plus. Donc ça, voilà, hein, y a des choses qu'on peut faire différemment. Après, dire que ce qui va marcher sur un site et pas sur l'autre parce que ça va être totalement différent, moi j'y crois assez peu. Globalement, on a 3 grands piliers. On a toute la partie technique, hein, le socle technique de base. C'est en fait la capacité de votre site à être compris par Google, par les moteurs de recherche. Hein. Est-ce qu'il peut le consulter facilement, régulièrement, voilà. Si ça c'est ok, bon bah voilà, hein, ça donnera pas de points en plus. C'est juste condition nécessaire, pas suffisante. Et ensuite, les deux qui vont être les leviers qui vont permettre de propulser vraiment, ça va être le contenu, le 1, et les liens en deuxième pour pouvoir accélérer. Suivant les secteurs d'activité, les liens sont pas toujours absolument nécessaires, hein. Sur certaines niches, même si on n'a pas de lien, on va pouvoir avoir des positions. Sur d'autres, c'est absolument impossible de faire sans lien. C'est un rapport avec la concurrence ou pas du tout ? Oui, ça va être en rapport avec la concurrence, oui. D'accord. Tout à fait. Ça va être la concurrence. Plus il y en a, plus ce sera difficile, plus on va avoir besoin de popularité, hein, qui va être transmise par les liens. Popularité, après, autorité, c'est la même chose pour toi ? Non, là, les liens, ça va être la popularité. L'autorité, ça va être, ça va se construire en fait avec ta marque. Hein, c'est ta présence de manière générale. Pourquoi est-ce que Wikipédia ou Amazon ils sont toujours premiers sans effort ? C'est parce qu'ils sont autoritaires. Parce qu'ils sont reconnus. C'est des piliers du web. Donc ça va vraiment être ça, l'autorité. Et là, on parle de popularité, donc de liens. Et c'est pour ça que même un petit site, si une page est très populaire, parce qu'elle est très pertinente et qu'elle a beaucoup de liens, qu'il en a beaucoup acheté, et bah ça marche quand même. Et puis après, il y a certains secteurs d'activité où même ça suffit plus. Et où dans ce cas il faut faire des trucs un peu gris comme des domaines expirés redirigés, ce genre de choses qui alors pour les néophytes complets, il y a 2 écoles dans le on passe dans le côté technique, mais il y a 2 écoles. Un côté, voilà, il y a les gens qui font les choses telles que Google voudrait qu'on les fasse. D'accord, donc ça, on appelle ça les white hats. Voilà. Les chapeaux blancs. Et après, il y a les chapeaux noirs, ceux qui n'écoutent absolument pas ce que dit Google et font ce qui marche. Et après, il y a tous les gens réalistes au milieu qui, globalement, font des trucs propres, mais quand il y a besoin, font des trucs un petit peu plus sales parce que c'est nécessaire, en fait, parce que tout le monde le fait sur un secteur en particulier et que ça sert à rien
d'essayer d'aller faire des trucs vraiment nickel chrome, parce que ça marche pas, c'est pas suffisant en fait. Il faut pousser plus et il y a pas le choix, donc faut y aller quoi. Et c'est à la demande des clients ce genre de ou c'est comment ça se passe exactement? Moi, j'ai pas de clients qui demandent des choses vraiment black. C'est toi qui établis c'est pas des prestations que je vends aujourd'hui. Parce que c'est pas ma spécialité, que je préfère les rediriger vers des gens qui font ça parce que ça les amuse beaucoup plus. Moi, je suis plus une stratège en fait. Donc, je vais plutôt prendre des gens qui ont des ambitions et on va venir construire un petit peu un plan d'action concret pour y aller. Après, très franchement, moi, mes clients, j'hésite pas à acheter des liens pour eux. Je le dis, j'hésite pas à acheter des liens pour eux. Mais sauf que c'est censé être interdit l'achat de liens. Oui, mais c'est ça. L'achat de liens est interdit. Les RP digitales sont autorisés. C'est quoi la différence en fait? À un moment donné, on va taper un groupe de presse, on va dire bonjour, je voudrais un article, ils vont dire ok, c'est 2500 balles et il y aura un lien. Ils nous ont vendu un lien de 1500 €. C'est aussi simple que ça. Et on fait ça avec des plus petits sites. Alors on appelle ça des RP digitales parce que comme ça fait plus propre. La vérité c'est que c'est de l'achat de liens. Tout le monde le sait, c'est juste l'hypocrisie complète. Après, y a aussi des gens qui ont leur réseau de sites pour pousser du lien. Voilà, ça c'est complètement interdit. Tous les SEO en ont. C'est comme ça que ça marche. Après, il y a des gens qui arrivent. Olivier Andrieux, dont on parlait tout à l'heure avec Abondance, dit qu'il n'a jamais acheté un lien pour Abondance, et je le crois. Mais parce qu'il était là très tôt, parce qu'il a un contenu d'excellente qualité, super régulier. Oui, il a tout. Il a la popularité, il a l'autorité, il a un peu tout. Voilà, lui, en fait. Il a tout, mais c'est un travail monstre quand on arrive et que, surtout quand on arrive, on commence en 2023. Je suis désolée, il était là en 96. En 96, c'était facile d'être une autorité. En 2023, ça va être beaucoup plus compliqué. On va devoir effectivement investir davantage. Et moi, j'hésite pas à acheter du lien pour mes clients, si c'est nécessaire, si c'est demandé, s'il y a des objectifs particuliers, c'est des choses qu'on fait, oui, effectivement. Ok, après, t'as des clients qui est pas complètement naturel. T'as des clients qui sont quand même des gros clients, c'est pas des petites entreprises ou des... J'ai de tout, j'ai des petites entreprises aussi, oui, des petites entreprises, des indépendants, j'ai des clients plus conséquents aussi, mais ça dépend. Franchement, j'ai fait il y a 1 an et demi une grosse campagne d'acquisition de liens pour une campagne d'e-réputation, parce que j'avais un client qui avait quelqu'un de malhonnête sur son secteur d'activité, qui avait publié des articles diffamatoires. Ah, j'ai entendu ça aussi. Qui avait été condamné, cette personne, pour diffamation, mais le tribunal n'avait pas jugé bon de lui faire retirer les articles. Le problème, c'est que cette personne, en fait, elle était très bonne en référencement naturel, et du coup, quand on tapait le nom de mon client ou le nom de son entreprise, on tombait sur ces articles-là. Donc, du coup, on a mené une campagne, en fait, pour les virer des 2 premières pages. Ouais, j'ai écouté un podcast dans la semaine sur je pense qu'il est un peu vieux le podcast, mais de Génération Do It Yourself. Je sais pas si je l'ai pas entendu, mais et il recevait le gérant d'Eskimos. Je sais pas si tu oui. Et il disait qu'il faisait ce genre de choses aussi des fois pour des gens qui avaient eu des mauvais soit des mauvaises presses, soit des choses comme ça, et que c'était possible de le faire aussi. Ouais. Et même déjà, je me rappelle que j'avais eu un prof, quand j'étais en école de commerce, un prof de SEO aussi, du coup, qui nous racontait qu'une fois, il avait mené une campagne de e-réputation, mais dans l'autre sens, en fait. Il dit que lui, il avait un client qui était concurrent d'un autre, et en fait, il poussait les mauvais avis de son concurrent, en fait. Encore faut-il pouvoir dormir avec ça. Ils étaient là, les mauvais avis, c'est pas lui qui les a écrits, hein. Il dit, par contre, c'était pas des faux mauvais avis, c'était des vrais mauvais avis. C'était des vrais, mais du coup, il faisait des vrais monter. mauvais avis, mais qui poussaient les vrais mauvais avis sur les forums arnaques, machin et tout. Il les poussait pour que quand on tape le nom de la marque, ce soit dans le top 3. D'accord. J'ai cru que c'était fabrication de mauvais avis. Non, c'était pas de la fabrication de mauvais avis, c'était des vrais mauvais avis de vrais clients.
Ok. A priori, mais lui, du coup, il était payé pour pousser ces pages-là, pour faire une mauvaise réputation à son concurrent. Voilà, comme quoi c'est la guerre, quoi. Il y a pas de, c'est la guerre de chez la guerre. Oui, parce que moi, là, je débute et tout, mais je vois très bien. J'ai une entreprise. Si je regarde pas pendant quelques jours, je sais que derrière, il va y avoir des mises à jour sur les concurrents qui vont faire qu'on va perdre les places qu'on a eues. Il y a des secteurs d'activité qui sont ultra réactifs. J'ai l'impression. Et il y en a d'autres ouais. qui bougent jamais. Ah écoute, j'ai pris un réactif apparemment. Je suis tombée sur un réactif. Mais c'est super intéressant parce que ça permet d'apprendre. Tu vois, par exemple, j'ai un client qui au contraire qui travaille dans l'assurance et ça bouge pas en fait parce que même moi, je fais une recommandation. La recommandation, elle doit être votée en fait au conseil d'administration pour ensuite descendre et être appliquée. Il s'est passé 6 mois avant que ça se passe. Mais en fait, comme tout le monde fonctionne comme ça dans tout le secteur, à part les 2-3 startups mais qui n'y connaissent rien, donc elle vivote. Mais il se passe pas grand chose, quoi. Et du coup, c'est difficile de faire appliquer les recommandations dans ces cas-là. Donc, quand c'est réactif, au moins, c'est amusant et on apprend, quoi. Pour les personnes qui voudraient se former par eux-mêmes, par exemple, sur leur SEO, tu proposes toi-même une formation pour les entrepreneurs, pour les aider avec leur SEO. Est-ce que tu peux nous dire, peut-on dire que le référencement naturel est finalement plus simple qu'on ne le pense? Absolument. J'en suis persuadée. Je pense que c'est beaucoup plus simple que beaucoup ne le pensent. Après, c'est pas facile pour autant. Ça demande beaucoup de discipline et de curiosité en fait, d'analyse. Mais souvent moi quand je parle avec des gens, je dis oh là là, c'est technique. Sauf que en fait non, c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. Je trouve que le SEO c'est surtout du bon sens et d'avoir d'adopter en fait une posture de service dans la manière dont on va aborder sa stratégie, et là ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Et effectivement c'est ce que je propose de faire au sein de mon programme qui est plus un mentorat qu'une formation, même s'il y a de la formation, c'est plus une relation mentorée où on va ensemble travailler à améliorer les process, la production, la stratégie, la construire et la déployer. Et puis en fait l'objectif c'est au bout de 6 mois, hop, tu voles de tes propres ailes, t'as plus besoin de moi. L'élève dépasse le maître dans le meilleur des cas. Mais c'est pas forcément pour des gens qui voudraient se perfectionner en SEO, on est d'accord. C'est juste des gens qui voudraient voir leur stratégie SEO augmenter. Oui, c'est vraiment plus pour des débutants. Le seul prérequis, c'est d'avoir un site ou de vouloir en construire un à très court terme. Mais quelqu'un qui a déjà un petit niveau en SEO, ça s'adressera pas forcément à lui. À moins qu'il ait vraiment envie de reprendre les bases parce qu'il pense qu'il y a des trucs qu'il a pas compris. Mais sinon, c'est pas du perfectionnement. Pour le perfectionnement, il y a des gens qui font ça. Je vais pas citer de nom parce que je n'ai pas en tête, mais je sais que ça existe. Après, ça dépend des besoins. Moi, mon constat aujourd'hui, c'est que sur le marché de la formation en SEO, il y a beaucoup trop de théorie et que ça n'aide personne, la théorie. C'est intéressant, on apprend, c'est super d'apprendre. Je pense qu'il y a des gens qui gagnent de la confiance en apprenant aussi, mais que ça n'aide en rien en fait, parce qu'une fois qu'on est tout seul devant son écran, après c'est je fais quoi maintenant et on est perdu. Je commence par où? Voilà, c'est ça, c'est d'accord. Et maintenant je fais quoi? Et les gens ils sont complètement perdus parce que ils ont pas fait en fait, et que ce dont ils ont réellement besoin c'est de pratiquer. Puis tant pis si au début c'est pas parfait, tant pis si ça marche pas. En fait on va apprendre, on va raffiner le process, on va faire de mieux en mieux, et c'est à partir de ce moment-là et avec de la régularité que ça va fonctionner. Et puis ça c'est des choses qui sont vraiment pas transmises. Et puis après franchement quelqu'un qui connaît déjà les bases, rien qu'avec les références que j'ai citées qui existaient déjà en 2004, s'il consulte que ça, il va déjà réussir à se perfectionner vraiment à un niveau bien. Ouais, il y a de quoi faire. C'est pratique. S'il applique derrière, ça marchera. Hein. C'est déjà des très bonnes ressources et il y en a tellement d'autres. Après, voilà, hein, Google, c'est l'outil numéro 1. Hein. Oui, parce que c'est pareil, en France, c'est Google qui est privilégié, parce que c'est le plus gros. Ouais, pour l'instant, oui. Parce qu'aux États-Unis, je crois que c'est Amazon le premier moteur de recherche, si je dis pas de bêtises.
Je n'ai pas les chiffres en tête. Je crois que Google est toujours premier. Je crois qu'il est un peu dans la tourmente en ce moment avec Bing et ChatGPT. Il est dans la tourmente avec TikTok. Mais bon, ça, c'est un problème de presque d'hier aux États-Unis maintenant avec TikTok. Amazon, effectivement, sur le retail. YouTube, sur la vidéo, deuxième moteur mondial. Mais oui, les parts de marché de Google sont plus challengées aux États-Unis, effectivement. Mais à l'échelle mondiale, pas encore. C'est des choses qui changent. Quand on voyait les chiffres qui circulaient l'année dernière, c'était que 40% des aideurs préféraient faire leur première recherche sur TikTok plutôt que sur Google. Enfin, c'est assez ahurissant comme chiffre quand même. Oui, parce que on parle beaucoup de Google et tout, mais est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il faut quand même s'occuper des autres moteurs de recherche, justement? Bing, après YouTube, si t'as une chaîne YouTube, bien sûr, c'est sûr, mais... Ça dépend. Ouais, ça dépend Je pense que ça dépend complètement. En fait, là, la question qu'elle se posait, elle est même plus SEO, elle est vraiment, faut reprendre les bases de son marketing, elle est où ta cible, en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui c'est? Comment est-ce qu'elle consomme de l'information? Et où est-ce qu'elle va chercher pour tes produits et services? Elle est où en top funnel? Donc au début de sa prise d'information, elle est où quand elle compare, et elle est où quand elle va closer. Ouais, mais c'est quoi les gens qui utilisent le plus Bing que Google? Ils sont vraiment... il y en a, non, il y en a. Non, mais je veux dire, mais c'est quoi qui les différencie pour de vrai? Tu le sais? Ouais, c'est des boomers. Franchement, catégorie socio-professionnelle. C'est des personnes qui sont plus âgées, qui vont utiliser en fait les produits qui sont intégrés dans leurs appareils. Donc typiquement, c'est nos grands-parents. Non, mais c'est vrai. Moi, mes grands-parents télécharger un navigateur, ils savent pas faire. Je crois que mon oncle leur a installé Google, mais sinon ils utilisaient Edge avec Bing. Et après, il y a les gens dans les bureaux. Parce que souvent, dans les entreprises, dans les grandes entreprises, c'est pas compatible ou des choses comme ça. On n'a pas le droit, en fait, d'installer ce qu'on veut sur les ordinateurs. Donc, les gens, ils se prennent pas la tête, ils ouvrent le navigateur par défaut, et comme leur machine à 99%, c'est des PC sous Microsoft, je sais pas quelle est la version de Windows, je crois que c'est 11 en ce moment. Je suis sous Mac, c'est du XP encore, ou des trucs comme ça. XP, j'espère pas, sinon ils sont tous morts. Moi j'en ai connu de sécurité. C'est ça, pas de mise à jour. Donc voilà, ils utilisent le navigateur par défaut avec le truc par défaut, et donc du coup c'est Bing. Après, pour avoir fait de la publicité sur certains secteurs, même la plupart, les coûts d'acquisition sur Bing sont bien meilleurs, la rentabilité est bien meilleure. Par contre, le volume il suit pas, quoi. Et ouais. Mais oui. Bing, après se concentrer sur Bing, je vois pas. J'ai eu un prospect en fin d'année dernière, lui qui était dans la vente de bouquets éco-responsables, en fait, fleurs locales de saison, livraison Paris Petite Couronne. Et en fait, quand on regardait ses chiffres, à lui, c'était Ecosia, en fait, qui marchait le mieux. Donc, Ecosia, ça fonctionne avec Bing, en fait. Mais du coup, la reco, c'était effectivement de se concentrer pour maximiser sa visibilité sur Ecosia. Après, on n'a pas signé ce client-là, il a fait n'importe quoi, il a pas rempli ses objectifs, tant pis pour lui. Mais du coup, oui, y a, dans certains cas, ça peut être intéressant de s'intéresser à d'autres moteurs. Dans certains cas aussi, Google ne va pas être intéressant parce qu'on a une cible qui est très jeune, par exemple, et où dans ce cas, on va plutôt aller sur des formats qui lui parlent, c'est-à-dire plutôt du format vidéo, et donc sur TikTok, sur YouTube. Voilà, où du coup, ça va être moins important de faire du référencement naturel à l'ancienne, un petit peu, mais manière générale, ça avoir des contenus vraiment piliers et une stratégie de contenu, ça c'est toujours quelque chose que je recommande. C'est extrêmement rare que je ne l'ai pas recommandé parce que c'est quand même un outil assez universel, le moteur de recherche. Okay. Voilà. Et puis alors, si les algorithmes de Google, de Bing ne sont pas les mêmes, quand on regarde les résultats, ils sont rarement très très différents pour autant. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. C'est pas pareil, ça s'optimise pas de la même façon, mais globalement, dans les deux cas, l'objectif, il est de servir la meilleure information possible à l'utilisateur.
Donc, si dans la manière dont on a construit son contenu, on avait en tête de servir le meilleur possible à l'utilisateur, ça devrait fonctionner. Voilà. Et parce qu'il faut pas oublier que, on n'en a pas parlé, mais le métier de Google, c'est d'être une régie publicitaire. C'est pas d'être un moteur de recherche. Oui, donc toi, tu sers plus les utilisateurs et pas forcément Google. Enfin, il faut faire un mix entre les deux, en fait. Faut que ça plaise à Google. C'est pas comme ça que je fais. En fait, je me dis, qu'est-ce que Google, lui, a besoin pour ses utilisateurs? Google, lui, il a besoin de retenir ses utilisateurs. Google, il a besoin que ses utilisateurs, ils restent le plus possible dans le moteur de recherche, qu'ils fassent le plus de recherches possible, et que le plus de fois possible au cours de leur vie, ils cliquent sur des liens sponsorisés. D'accord? Voilà. Après, sponsorisés, pas naturels. Les pubs. Oui. Bah oui. Bah, l'objectif de Google, c'est de ramener de l'argent. Oui. Mais pourquoi privilégier autant? De Google. Ouais. Pourquoi privilégier autant le référencement naturel si c'est un peu... Non, moi, je te parle de l'objectif de Google, tu vois. Oui. Google, en tant qu'entreprise, son objectif, c'est que tu cliques sur une pub, c'est que tu restes, que tu l'utilises le plus souvent possible, le plus souvent en temps, le plus souvent en volume, et que régulièrement, tu cliques sur une publicité qui va lui rapporter de l'argent. Ça, c'est son objectif à lui, en fait. Et derrière, par contre, des fois, il met pas de pub. Ça arrive, il y a pas de publicité sur certains mots-cles parce que c'est trop petit, parce que c'est pas assez intéressant, parce que voilà, il veut quand même aussi conserver quelque chose. Mais bon, du coup, il a besoin que les résultats naturels soient suffisamment bons pour retenir ses utilisateurs. Parce que si c'est pourri, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Si c'est trop bon aussi, ils vont arrêter de cliquer sur la pub, le truc un peu bête et méchant. Mais il faut que ce soit suffisamment bon pour que tu cliques sur le résultat de pub de temps en temps. Souvent quand tu as un objectif d'achat maintenant, et puis quand tu es dans une phase un petit peu plus de prise de décision avant, bah là sur le résultat naturel, il faut qu'il soit suffisamment bon pour que tu reviennes régulièrement, le plus souvent possible, et que tu utilises très souvent Google. Voilà comment je le prends. Donc c'est comme ça qu'il faut penser en fait. Qu'est-ce que Google a besoin? Qu'est-ce que Google identifie que son utilisateur à lui va vouloir? D'accord. Et donc tu prends le problème comme ça et tu sers ce que cet utilisateur, ce que Google pense que cet utilisateur veut. Donc prendre en compte les deux. Il faut prendre. C'est ça. Donc c'est pas, ça va pas être un contenu complètement illisible, horrible à lire avec des mots clés tous les trois mots parce que personne n'a envie de lire ça. Et puis d'ailleurs, je pense que Google va le savoir de plus en plus et que ça va de toute façon descendre dans les classements petit à petit, ça. Et puis là, pour ceux qui ont suivi, je sais pas si tu l'as certainement suivi, il y a eu une mise à jour en mars. En mars, ouais. Ouais. Moi, j'ai des clients qui ont été impactés par cette mise à jour. 2 clients exactement qui ont été impactés par cette mise à jour. 2 clients qui ont un point commun très fort. C'est que ils essayent de positionner leur page produit, en fait ce sont des offres, hein, tous deux ils vendent des services, sur un mot-clé de courte traîne qui est une requête informationnelle, d'accord, et où tous leurs concurrents ont des contenus qui sont plus au format information ou FAQ. Donc moi ça fait des mois, littéralement, que je leur dis qu'il faut intégrer plus de contenu parce que l'intention de recherche, c'est ça qui est important, l'intention de recherche que Google a analysée pour cette page de résultats-là, pour cette requête-là, c'est de la prise d'informations. On a besoin d'avoir une FAQ quelque part sur la page. La réponse, elle était oui, on va effectivement mettre ça au planning. Ça n'est pas fait, les deux, ça n'a pas manqué. Tous les deux étaient en première page avant la mise à jour, genre entre la 8e et la 10e position à peu près sur les requêtes. Et tous les deux ont fini 11e, 12e après la mage. Et qui est passé devant? Des gens qui avaient des formats FAQ. Donc là, je leur ai dit, bon, moi, j'ai pas creusé plus que ça la mise à jour, mais moi, je dis, moi, j'ai quand même le sentiment ici que on a quelque chose qui demande vraiment à ce qu'on se plie à l'intention de recherche encore plus fort qu'avant. Et ça, j'ai vu parce que même sur mon petit site perso, j'ai quelques articles de blog, j'en ai un qui a eu une petite baisse. Alors, il est pas très très bien positionné, il est récent, mais même il a baissé parce que j'ai publié un article, je savais que sur le mot-clé sur lequel j'avais un peu de visibilité, c'est pas celui que je visais parce que c'est vraiment très longue traîne,
Il a baissé parce que il répond pas exactement à l'intention de recherche. Il a un angle qui est très différent en fait de ce qu'on trouve en première page, très très différent. D'accord. Et voilà, donc ça confirme encore une fois cette observation là. Donc je pense que ça, c'est des choses, on le voit, ça fait des années que c'est comme ça. Google a tendance à favoriser les gens qui répondent à l'intention de recherche et pas les gens qui ont un contenu qui est seulement optimisé sémantiquement. Parce que ces deux contenus-là, bien entendu, ils ont des meilleurs scores d'optimisation sémantique que des gens dans le top 5. Pas forcément dans le top 3, mais que dans le top 5, oui, ils ont des meilleurs scores en sémantique, ils ont des contenus qui sont plus longs, et ils ont des contenus qui sont... et ils ont des sites qui ont une meilleure autorité que certains de ces classements. Et pourtant, ils n'y sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils répondent pas à l'intention de recherche, tout simplement. Et donc, c'est ça qui va être le plus important. On va dériver un petit peu, mais sur les constructeurs de sites... moi j'ai beaucoup de questions qui reviennent en demandant, et moi aussi je me le demande, est-ce qu'il y a vraiment des constructeurs qui sont plus optimisables que d'autres ou pas du tout? En fait, est-ce que les bonnes pratiques du SEO peuvent être appliquées à tous les constructeurs? C'est ça en fait la question. Ou est-ce que c'est plus difficile avec toutes les couches qu'ils ont foutues maintenant? Je vais te répondre la réponse préférée de tous les SEO. Ça dépend. Ça dépend beaucoup de tes ambitions, ça dépend de ce que tu vises. Je vais te dire, pour quelqu'un qui a un petit business local ou qui va vendre à distance 2-3 petits trucs, mais qui n'a pas en fait des grosses ambitions, par exemple, il veut pas rachat de crédit. Cette personne-là, je connais pas, peut-être que ça existe, hein, mais je connais pas de solution de CMS qui aujourd'hui pourrait l'empêcher d'être lisible. Il y a quelques années, je t'aurais dit ouais, évite Wix quand même. Aujourd'hui, je te le dirais même plus en fait. J'ai travaillé en plus assez récemment avec, ça marche. D'accord. Après, mais encore faut-il respecter les bonnes pratiques en fait, c'est ça, parce que le problème c'est que ça a tellement été, comment dire, faciliter la construction et les gens ne connaissant pas les bonnes règles de base, en fait, ils construisent leur site en faisant des choses qui ne sont pas bonnes pour leur référencement naturel. Souvent, en fait, c'est les gens, en fait, c'est plutôt les gens que les CMS en eux-mêmes, parce que. D'accord. Tu vois, un CMS comme WordPress, c'est super, mais en fait, c'est nul parce que ça fait des liens. Non, mais parce que ça fait des liens dans tous les sens. Donc, si toi, tu as besoin d'avoir un site qui est super bien défini, où tu as besoin de maîtriser absolument tous tes liens pour mettre en avant tes pages comme il le faut, parce que c'est super important pour toi, et ça peut l'être dans certains cas, et bah du coup, WordPress, tu vas être obligé de passer par un plugin qui va venir obfusquer certains liens. Ça veut dire les cacher, en fait. Cacher certains liens à Google. Comme ça, bah, l'utilisateur, lui, peut cliquer. Google, lui, il voit pas le lien. Et puis, du coup, bah, dans mais tu veux dire les mettre en nofollow ou en no-index? Pas du tout? Parce qu'en nofollow, il les connaît. Parce qu'en no-index, il les connaît quand même. Donc, lui, quand il va faire sa répartition, il va juste les ignorer. Ça marche pas. Tu vas juste perdre, en fait. Tu as besoin de les cacher complètement. Il faut pas qu'il puisse voir qu'il y a un lien, lui. Ok. Et mais tu parles pas pour des contenus non pertinents ou pour des liens qui seraient faits sur quoi? Des liens, par exemple, si tu fais, je sais pas, mais si t'as un méga menu partout sur ton site, c'est l'horreur, le méga menu d'un point de vue SEO. Oui. Après, ça dépend ça dépend de tes ambitions, mais ça, le méga menu, c'est l'horreur absolue. T'as besoin de venir cacher certains liens si t'as besoin d'avoir des silos thématiques que tu vas vraiment venir travailler, que tu veux de l'étanchéité, que t'as besoin de faire quelque chose d'une architecture vraiment pensée, optimisée en amont. Tu vas être obligé en fait de cacher certains liens parce que WordPress il fait n'importe quoi. Il va créer des pages. Moi j'ai galéré parce qu'il me crée des pages de flux RSS à chaque fois que je publiais un truc. J'ai trouvé un moyen un peu bourrin pour l'enlever, mais je l'ai enlevé. Après, il a fallu faire attention. Et puis les pages tags et les machins et tout, il y en a dans tous les sens en fait des ressources. Donc pour un site lambda qui a des ambitions moyennes, par exemple, j'ai discuté avec une dame qui est thérapeute dans une localité bien précise. Alors elle vend quelques audios en ligne, mais en gros c'est son cabinet, il est là, voilà. Elle, quel que soit
ce qu'elle choisit comme solution, elle aura aucun problème pour se positionner là où elle veut. Quelqu'un qui a des ambitions beaucoup plus grandes, e-commerce, tu veux dire, ou infopreneur? Ouais, même pas forcément. Un infopreneur, franchement, s'il travaille bien sa niche, etc., il sort du problème aussi. Le e-commerce, ouais, on commence à arriver dans des choses où il va peut-être falloir faire un petit peu plus attention. Mais très franchement, j'ai travaillé avec des Shopify. C'est un peu pénible, mais enfin c'est possible hein, de vendre, de se positionner correctement avec du Shopify, avec du WooCommerce. J'ai travaillé avec du Magento, avec du PrestaShop. Tout est possible. Tout est possible. Après, c'est pas toujours, enfin, quel est le plus facile ou quoi. Ça va dépendre de la personne qui a travaillé sur le site, de ce qu'elle a l'habitude de faire, etc. Moi, je trouve pas qu'il y a des grandes différences qui t'empêchent de faire quoi que ce soit. Alors, Shopify, il fallait passer par des trucs un peu custom, mais je crois que ça s'est amélioré aussi dans les dernières années. Mais globalement, dans le choix d'un CMS, si on peut modifier sa balise title, sa balise description, sa balise H1 et qu'on a la main sur le code à un moment donné, que ce soit par un éditeur manuel où on écrit ce qu'on voit, et on peut choisir les balises comme dans un document Word, c'est suffisant. Hein. On n'a pas besoin de s'embêter beaucoup plus. Hein. Derrière, ça empêche de faire des bêtises aussi. Hein. Oui, quand je parle avec certaines personnes, ils comprennent pas pourquoi les sites sont créés, par exemple, mais ne sont pas optimisés. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, par exemple? C'est deux métiers qui sont complètement différents. En fait, c'est deux usages totalement différents. Un développeur ou en fait, même souvent, c'est même pas des développeurs à qui on va demander, on va dire, c'est presque des gens qui font des UX, en fait, quand ils montent des sites WordPress ou Wix ou Squarespace ou ce que tu veux. Leur métier, c'est créer un site, c'est de faire un site qui est joli, en fait. C'est de faire un site qui est agréable pour l'utilisateur, c'est pas de faire un site qui sera vu. C'est pas du tout le même métier. Comme moi, mon métier à moi, c'est pas de rédiger, en fait, c'est pas de faire un contenu qui va être super appétant pour l'utilisateur, qui va vendre, etc. C'est un autre métier. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que le site, il soit visible. Je pense que la confusion, elle vient d'une époque où, en fait, le webmaster faisait tout ça. Et sauf que, en fait, avec le développement du digital, il a commencé à avoir, en fait, une meilleure répartition des tâches, pour diviser le travail plus efficacement, en fait, puisque ça s'industrialise. Est-ce qu'il faisait tout bien? Est-ce qu'il arrive à tout faire bien non, aussi? il faisait pas tout bien, il pouvait pas faire tout bien, enfin, parce que c'est le travail de plusieurs personnes, donc lui, il faisait ce qu'il pouvait, et puis ça avait les résultats que ça avait, et puis en général, ça marchait un petit peu, parce qu'il y avait pas encore de concurrence, mais encore une fois, avec le développement, il y a eu des besoins d'industrialisation, donc le travail a commencé à être divisé, il y a commencé d'avoir des gens qui sont spécialisés dans certains sujets, donc souvent, ces personnes qui étaient webmasters plutôt des côtés un peu techniques, sont plutôt devenus développeurs. Alors, il y en a certains qui ont des notions. Moi, je travaille très régulièrement avec des développeurs qui savent. En fait, je sais que j'ai pas besoin de leur dire « Attention, faudra faire une redirection », parce qu'ils le savent. Mais il y en a d'autres qui le savent pas du tout, en fait, et qui, en fait, s'en fichent complètement parce que c'est pas du tout leur métier. Leur métier à eux, c'est d'avoir le site, que le site, il soit en ligne, que le site... les pages, elles répondent en 200 quand elles doivent répondre en 200, et que si ça a changé d'adresse, c'est pas grave, c'est plus son problème, en fait. Ça a changé d'adresse, l'URL, elle existe plus, vas-y, on s'en fiche, quoi. Moi, mon métier en SEO, c'est faire en sorte que cette URL qui répondait avant en 200 et qui existe plus, elle redirige vers la nouvelle URL. Voilà, c'est pas le même métier. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. Donc oui, il y a des gens qui sont un petit peu formés au SEO et qui vont faire un travail correct quand il va s'agir de le mettre en place. J'ai souvent par contre repris des sites de personnes qui m'ont dit oui, j'ai acheté un site à quelqu'un qui m'a dit qu'il l'optimiserait et c'est catastrophique. Et quand on reprend, c'est alors oui, cette personne, elle a renseigné un title. Oui, elle a écrit une description. Oui, il y a un chat. Oui, enfin voilà, mais c'est nul en fait parce qu'il n'y a pas eu de réflexion stratégique derrière. Les éléments sont bien présents sur la page, mais toute la côté stratégie, il n'a pas été fait parce que c'est pas son métier en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est que c'est pas leur métier. Ils savent que ça existe et puis il y en a qui vont recommander des professionnels. Il y en a d'autres qui font mais moi je vais te le faire ton title.
Mais il faut se méfier quand on vous dit ça. Oui. Donc en fait, il faut un créateur de site et après il faut un expert SEO pour optimiser après et être visible. En fait, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça. Moi, je recommanderais d'éviter d'acheter tout comprise, sauf si vous l'achetez à quelqu'un qui vend expressément du SEO et qui a un petit portfolio de sites WordPress tout simple qu'il a fait à côté. Okay. Ça, oui. Moi, j'ai déjà vendu des sites WordPress et tout. Je le fais pas parce que ça m'amuse pas de faire des sites, mais j'ai déjà interagi avec des personnes qui font ça extrêmement bien, qui savent faire des sites qui sont jolis et qualitatifs, mais ce sont des SEO avant d'être des développeurs WordPress. Donc, on va peut-être repasser un peu sur la formation en autodidacte. Je sais bien que sûr. Tu m'as déjà dit. Je voulais te poser la question de si tu avais dû surmonter certaines difficultés en confiance, en légitimité lors de ton parcours. Alors, j'ai vraiment pas. Ouais, tu me la poses. Je n'ai pas eu de difficultés particulières durant mon parcours en fait, parce que tout simplement dans la profession de SEO, il y a déjà beaucoup d'autodidactes en fait, parce qu'en fait, c'est plus un état d'esprit qui va permettre de développer les compétences plus que vraiment un besoin de formation et un métier vraiment balisé, parce que on l'a vu, ça a encore changé en mars, ça change tout le temps, il y a des nouveaux outils qui arrivent. Je veux dire, avant 2020, en gros, qui pensait que TikTok, ça pourrait être un truc auquel les SEO devraient s'intéresser? En 2023, un SEO qui s'y intéresse pas, je me méfierais. Voilà. Du coup, parce que la profession en fait est en constante évolution, on est en formation permanente. Donc à partir du moment où on est en formation permanente, toujours à remettre en question ses acquis et à apprendre encore, finalement, juste montrer qu'on est à la page et qu'on sait de quoi on parle et qu'on peut démontrer en montrant ce qu'on a fait ou en présentant, en auditant rapidement. Moi, mon process quand je recrutais en agence, j'avais un petit audit rapide avec la personne et puis en fait sa formation, moi, peu m'importait. C'était vraiment pas quelque chose auquel j'apportais la moindre importance. Ça prouvait pas du tout qu'il était capable de faire le taf ou pas. Par contre, c'est vrai que j'aime bien avoir des gens qui ont pas peur en fait de regarder du code. Parce que ça, c'est vraiment important. Quelqu'un qui serait un peu terrifié par la technique, c'est pas un bon signe. Voilà, quelqu'un qui ferait beaucoup de fautes d'orthographe, ce serait pas un super bon signe non plus. Il faut quelqu'un qui apprécie l'éditorial, même s'il sera pas amené à en produire au quotidien. Juste, il va être amené à faire des briefs et à les relire, etc. Mais ouais, non, pas de difficulté, plus un état d'esprit vraiment qu'un diplôme ou une formation, des gens qui sont très 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 différents. Et selon toi, du coup, quelles qualités essentielles il faut avoir pour se former en autodidacte? De la curiosité. Premièrement, pour moi, c'est la qualité première, de la curiosité, de la persévérance aussi. Quelqu'un qu'il faut pas abandonner, jamais. On sait que il faut persévérer avant d'avoir les résultats, et puis pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, d'être quand même assez sûr de soi, enfin en tout cas de croire en soi plus que d'être sûr de soi, parce que ça c'est quelque chose d'important aussi. Mais voilà, on va y arriver. Mais ouais, c'est vraiment ces qualités-là que je pense sont absolument essentielles. Et même au départ, quand t'as commencé, que t'as pas eu des petits moments où tu te disais, est-ce que ça va marcher ce que je vais faire? Je suis pas sûre. Mais j'étais pas sûre que ça allait marcher, en fait. Mais j'étais dans un état d'esprit, on me disait, il faut que j'essaye pour trouver ce qui va marcher. En fait, c'était pas, t'avais pas une pression de tes clients ou des choses comme ça? Au tout début, non, j'avais pas une pression de mes clients parce que pour commencer, quand j'ai commencé, en fait, mon client c'était moi. Donc, tu testais sur toi avant de faire sur les autres. J'ai testé sur moi avant de faire sur les autres. Quand j'ai pu voir un petit peu, j'ai testé sur des proches, les sites des proches, etc. J'ai pu mettre un petit peu en application. Après, sur les sites, quand j'en suis arrivée à vendre vraiment ce savoir, je savais déjà vers où il fallait aller en fait. Donc, j'ai pas eu ces problèmes de confiance là. Je pense que quand on en arrive à se professionnaliser, c'est qu'on sait déjà vers où on va normalement. On va pas donc. Oui, c'est qu'on a testé des choses, on sait qui marche. Ouais. Pas être super en confiance en soi, ça je le comprends absolument parfaitement, effectivement. Se poser des questions, moi j'ai déjà eu des oh là là,
ouais, je lui ai dit que dans 3 mois, on devrait pouvoir voir ça, et puis si dans 3 mois, on le voit pas, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est pas tellement ça le problème, parce que ça aura quand même bougé, parce que faire des promesses, ça permet aussi de soi se mettre en difficulté et donc de se bouger, de réagir, se challenger, et ça, c'est nécessaire en fait pour progresser. Si on se challenge pas, on progresse pas. Hein, on reste toujours dans sa zone de confort et c'est nul. C'est pas là où on apprend. En tout cas, moi, c'est pas là où je m'épanouis. Hein. Donc du coup, c'est quelque chose que vraiment on met en place pour pouvoir aller plus loin, apprendre beaucoup. Moi, j'aime bien être en stress quand je fais un truc parce que justement, je sais que c'est là où je vais apprendre en fait. Bon, après, pas on stresse de la deadline ou autre, mais on stresse de me dire oh là là, c'était ambitieux quand même. Comment on va faire? C'est ce qui s'est passé avec ma première refonte de site en fait. Je n'étais pas préparée. Je l'ai même pas vendu en fait. Je suis juste allée rencontrer le client. Il m'a dit on va changer ça. J'étais oula, mais il faut faire attention à votre référencement naturel. Il me dit mais oui, faites-moi un devis et on va faire ça ensemble. Voilà. Ok, d'accord. Super. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que d'ailleurs je t'appelais en panique parce que je savais pas par où commencer. Puis ça s'est bien passé du coup. L'objectif était de pas perdre de place et on en a même gagné sur certains secteurs. Une refonte comme on les aime. Exactement. Voilà. Donc j'espère que ça va continuer. Je n'ai toujours pas de nouvelles pour la suite parce que la stratégie c'était pas de nouvelles bonnes nouvelles en général après une refonte. Hein. Sinon ils m'auraient déjà appelé. Hein. Ouais. Et donc si tu devais prodiguer des conseils à des personnes qui souhaitent se former en autodidacte, tu leur dirais quoi? De pratiquer. Ouais, c'est ça, vraiment. Parce que moi, je vois trop les gens qui disent oui, c'est quoi les meilleures ressources pour apprendre? Apprendre, c'est très bien. Apprendre, c'est nécessaire. Mais apprendre, ça ne permet pas, en fait, de réaliser. Donc, on a besoin de faire et de pratiquer pour justement gagner en confiance. D'accord. Même si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, même si on se plante en fait, quand on se plante on apprend, quand on se plante on sait qu'il faut plus faire ça ou que ça a servi à rien. Souvent c'est plutôt que ça a servi à rien. Mais oui, vraiment de pratiquer, de pas juste se contenter de faire de la théorie, parce que la théorie c'est super mais ça fait pas avancer. Si les gens veulent vraiment investir dans un budget SEO, tu leur recommandes il y a un montant à privilégier ou ça peut vraiment être variable? C'est complètement variable en fonction du secteur d'activité, de leurs ambitions, etc. Après, franchement, ça dépend. S'ils veulent faire eux-mêmes, s'ils veulent confier ça à quelqu'un, et qui est ce quelqu'un? Moi, par exemple, je travaille très 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 rarement à moins de 900 € de la journée. Hein. Y a des professionnels qui sont moins chers. Hein, oui, mais t'as 10 ans d'expérience. Oui. Je dis juste, il y a des experts qui sont moins chers, qui sont peut-être plus adaptés. J'ai récemment échangé avec quelqu'un qui vend sa journée 350 € et qui est très bien aussi. Bon, après, on ne travaille pas sur la même typologie de client. En fait, c'est surtout ça la différence. Pas les mêmes stratégies, pas les mêmes ambitions. En agence, c'est rare de s'en sortir pour moins de 600 € la journée. Mais en fait, tout est réalisable par soi, en tout cas dans une certaine mesure. Toutes les informations sont disponibles, on peut vraiment apprendre à faire. Après, le budget, ça peut monter. Moi, j'ai fait des devis à plus de 200 000 € sur des stratégies pour 6 mois. Hein. Comme j'ai fait juste des audits avec recommandation pour 1100, pour 1000, 1500 € aussi. Ça dépend du besoin en fait. Si le besoin c'est d'avoir une direction, savoir où on va, et puis après on fait soi-même. Bah là oui, en fait, un audit, une réunion de cadrage, un truc où on va ensemble décortiquer la stratégie, et puis après le consultant lui il est plus dedans, ou alors à la limite une question par-ci par-là. Oui, là on s'en sort pour un ticket à moins de 2000 € sur un petit site. Et si par contre on a des ambitions très larges, très grandes, on veut faire des trucs de ouf, forcément ça va chiffrer, puis ça dépend de la partie qu'on internalise, comment ça se passe, la partie qu'on délègue aussi. Et puis après, si on veut apprendre et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à apprendre, bah là la formation, ça dépend ce qu'on cherche. Une formation théorique de chez théorique qualitative, faut compter au moins 1500 €. Et puis si on veut quelque chose avec plus d'accompagnement, ça monte. Moi, je peux donner mon prix pour une formation mentorée avec 6 mois avec moi, avec 6 heures
individuel. Plus il y a des heures collectives prévues dans mon mentorat quand tu auras un groupe suffisant. Mais moi, je vends ça à 2 997 € aujourd'hui. Sur 6 mois. Donc, ouais, mais c'est le prix parce que je regardais, moi, pour Eskimos, par exemple, puisque j'ai écouté le podcast il y a pas longtemps et j'ai regardé leurs offres. C'est pareil, mais après, t'as le bootcamp de 2 mois qui est à 5 000 €, je crois. Et leur formation qui est technique, elle est à 2 600 aussi, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Et donc, nous disions, donc les formations SEO, éviter à moins de 1 500 €, en fait, c'est le prix d'une formation de bonne qualité. Oui, alors après, je pense qu'il y en a peut-être qui existent de moins cher, mais moi, c'est les prix que j'ai vus effectivement être pratiqués. Et je pense que si on veut un minimum d'interaction avec des professionnels ou de choses qui sont pas 100% automatisées, mais avec un peu de personnalisation, je pense que c'est difficile de faire moins cher que ça. Oui, parce que j'en ai vu une en e-learning 100%, c'était 999 €, je crois. Mais il n'y a pas d'interaction avec... C'est ça, mais la vérité, c'est que si on veut de l'e-learning 100%, je veux dire, à mon avis, à 30 € sur Udemy, on a des choses qui sont qualitatives en termes de contenu. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'interaction et de personnalisation des conseils. Et je pense que, en tout cas, par expérience, c'est ce que recherchent la plupart des gens qui cherchent à se former sur le sujet. Après, si c'est vraiment avoir quelqu'un qui a déjà pré-trié toutes les infos et qui les resserre, et qu'on n'a pas envie de faire les recherches nous-mêmes sur YouTube ou sur Google, d'avoir des dossiers, des trucs, oui, dans ce cas, autant aller sur Udemy. Hein. Oui, parce que de toute façon, oui, en fait, c'est pour gagner du temps. Sinon, les informations existantes, c'est juste qu'il faut aller les chercher et savoir où chercher. C'est ça, exactement. Ok, bon, on va arriver à la fin de cette interview. Est-ce que tu as, je sais pas, des derniers conseils à donner? Tu as envie de partager quelque chose de plus? Écoute, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Après, moi, vraiment, le dernier conseil, c'est vraiment de pas passer à côté de la pratique, hein, parce que apprendre, effectivement, c'est super nécessaire, mais si on met pas en pratique, ça n'avancera pas. Je sais parce que cette erreur, moi, j'ai déjà fait aussi dans d'autres secteurs d'activité, hein, où en fait, on se dit ce serait super si je savais faire ça, puis j'ai appris à faire ça, et puis j'ai pas utilisé parce que je sais pas le bon moment, parce que voilà, et puis finalement je ne sais toujours pas faire en fait, parce que j'ai jamais fait. Donc du coup, ouais, vraiment le conseil, pratiquer. Si vous voulez apprendre un truc, il faut le mettre en pratique. Il y a pas de secret. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en lisant des livres sur la forge. Super, on va se quitter sur ça du coup. Pratiquer, ça sera le mot du jour et du podcast de cet épisode. Merci beaucoup Marie pour tous ces conseils, pour ce témoignage. J'ai passé un super moment avec toi. Mais partagez, merci pour l'invitation. Avec plaisir, et j'espère que ça aura servi nos auditeurs avec leur site, ou s'ils veulent en faire un plus tard, voilà, savoir toutes les petites choses à savoir quand on a un site internet, ça peut être intéressant, et bien différencier du coup les créations du référencement naturel. Je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés, et à très vite pour un nouvel épisode de l'Autodidacte. À bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était l'eau de l'autodidacte. À bientôt.